Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi 13 mars à la une ce soir. Le pompier violeur présumé dort en prison ce soir. On lui reproche d'être l'auteur d'agressions sexuelles sur mineurs. Il nie tout en bloc. Le point dans un instant. Patience obligatoire pour les automobilistes qui doivent rentrer chez eux. Il fallait s'y attendre. Un vendredi à la sortie ouest de Saint-Denis. Vitesse torture brillée sur la route de la montagne. Nous serons en direct dans un instant avec Yves Gruyon. Baignade et activités nautiques interdites dans l'Ouest. À la veille des vacances scolaires, c'est une mauvaise nouvelle pour les restaurateurs. Ils craignent un nouveau mois sans fréquentation et une activité au ralenti. Nous verrons aussi que les services d'urgence risquent une sérieuse surchauffe ce week-end. Un mouvement de grève des médecins libéraux débute aujourd'hui. Il va s'accentuer jusqu'à dimanche avec une grande manifestation prévue. Et nous irons faire un tour en cuisine dans ce journal à la rencontre de passionnés. Ils s'exposent sur le net et partagent en amateur ou en professionnel leurs recettes et leur savoir-faire. Merci d'être avec nous. Le sapeur-pompier soupçonné de viol sur des enfants a été présenté au juge d'instruction aujourd'hui. L'homme nie les faits, mais ce soir, il a été placé en détention provisoire. Le point avec Laurent Pirotte. Il n'a pas 30 ans et on lui reproche une dizaine de viols sur mineurs. Au parquet de Saint-Pierre, l'affaire est délicate, car le prévenu est un sapeur-pompier vivant au tampon. Les faits remonteraient une dizaine d'années. Le jeune homme aurait abusé de fillettes âgées entre 5 et 14 ans dans le cercle familial et amical. Les avocats du prévenu évoquent une surenchère médiatique dans ce dossier. Sur des plaignantes, il n'y a que 5 et la presse parle de 10 ce matin. Alors où est le trouble à l'ordre public? C'est l'exagération des informations que la presse a ou que la presse donne. Toujours est-il que dans le dossier, il y a 5 plaignantes, il n'y en a pas 10. Il y a une exagération dans ce dossier. On ne sait pas qu'est-ce qui est visé, si c'est le poste de notre client, sa personnalité, ou on veut faire plaisir à d'autres personnes. Croyez-moi que c'est un dossier très très important. 5 plaintes au lieu d'une dizaine. Prudence donc pour les deux avocats du prévenu, car leur client nie en bloc tous les faits qui lui sont reprochés. Je conteste tous les faits à 100%. C'est une mascarade, je pèse bien mes mots. C'est un d'outro-pays. Il y a 2 éléments importants lorsqu'ils vont éclater chez le juge d'instruction. Ça va changer la donne. Règlement de compte contre un pompier décrit comme brillant et ambitieux ou alors pédophile confirmé. L'enquête est ouverte. L'homme a été placé en détention provisoire à Domingeau le temps de l'instruction, une instruction sensible. Le procès des passeurs d'héroïne a été lui renvoyé au 3 avril prochain. Les 2 passeurs ont demandé un délai supplémentaire pour préparer leur défense. Ils ont expliqué être avant tout des consommateurs. Le mois prochain, ils devraient être jugés pour transport et trafic de stupéfiants. Nathalie Rougeau, Philippe Poirot. Voici les 2 hommes soupçonnés de trafic d'héroïne. Ils disent ne pas se connaître. Toxicomanes, ils ont été arrêtés séparément vendredi et mardi dernier à l'aéroport en possession de 20 grammes pour l'un et de 50 grammes pour l'autre. La drogue dure était dissimulée dans des sachets dans la partie intime de leur anatomie. À peine entrée, l'audience a tourné court puisque l'un des prévenus a demandé un délai pour préparer sa défense. Les juges qui ne voulaient pas disjoindre le dossier ont préféré renvoyer le procès à plus tard. Il a fait le choix de solliciter un délai pour préparer sa défense, ce qui signifie donc que certes il va passer quelques mois en détention provisoire, mais qu'à la prochaine audience il sera en mesure de présenter des éléments solides au tribunal pour se défendre dans cette affaire. Le second prévenu, lui, aurait préféré être jugé tout de suite pour des raisons de santé. À l'audience, son avocat a tenté en vain de lui éviter la prison. Pour lui, la détention de son client n'est pas compatible avec sa séropositivité. Il sera soigné en prison avec les médecins qui vont l'amener. S'ils n'ont pas tous les médicaments, ils vont l'amener à l'hôpital pour les soigner. Le tribunal correctionnel n'a donc pas pu juger aujourd'hui les 2 toxicomanes. Il a renvoyé l'affaire au 3 avril prochain. C'est donc derrière les barreaux que les prévenus attendront la date de leur procès. En bref, dans l'affaire du braquage de la station-service Elf de mardi dernier, 2 personnes ont été présentées au juge d'instruction aujourd'hui. Une information judiciaire pour vol en réunion sous la menace d'une arme a été ouverte. Autre affaire dont tout le monde parle aujourd'hui, révélée par le journal de l'île de la Réunion, la famille de l'actuel premier adjoint du maire de Saint-Denis aurait bénéficié de prix attractifs pour l'achat de terrains situés en plein centre-ville. Une parcelle à l'angle des rues Général de Gaulle et Tourette. Nadia Tayama, Marie-Ange Frassati.
La République des Cuba en politique est reine en pleine campagne électorale et cette affaire de vente de terrain de la mairie de Saint-Denis, dévoilée par le journal de Lille ce matin, embarrasse les proches de Jacques Lewinsky, premier adjoint de Gilbert Annette depuis le début du mois. Moi, ce que je constate, c'est que malheureusement, les mœurs politiciennes n'ont pas évolué à La Réunion. On est à 10 jours d'une échéance importante, nous on est au travail. La permanence des candidats socialistes du canton numéro 11 est actuellement installée sur ce terrain qui appartient à Julie Chankam, mariée au neveu de Jacques Lewinsky. Mais l'élu dionysien affirme que ce dossier remonte à 2007, à l'époque où l'UMP René-Paul Victoria était encore maire du chef-lieu. Depuis 2007, c'est une affaire qui a été traitée normalement. C'est un exploitant économique, il a des projets, on le fait constamment tout le temps. Il y a eu un dossier qui a été signé par M. Victoria. Dès 2007, derrière M. Jean-Jacques Morel était alors président de la commission des finances, ils ont donné leur accord et l'affaire a suivi son cours normalement. Mais là où le bas blesse pour la droite, c'est la vente du terrain, 660 mètres carrés acquis pour la somme de 250 000 €. 10 ans plus tôt, la mairie avait déboursé 900 000 €. Vous connaissez les soldes en ville? Eh bien, il y a les soldes à la commune de Saint-Denis. Et ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour la famille du premier adjoint. Et les faits parlent d'eux-mêmes. Vous avez un terrain qui est acheté 900 000 € en 1998 et qui, 12 ans plus tard, alors que les prix ont flambé, il est vendu au quart de sa valeur. S'agit-il d'une prise illégale d'intérêt? Le procureur donnera-t-il une suite pénale à cette affaire? En attendant, les querelles politiques se régleront peut-être dans les urnes. Autre titre de l'actualité ce soir, les monstrueux embouteillages sur la route de la montagne. Pare-choc contre pare-choc. À l'heure de pointe, un vendredi soir, impossible d'éviter les bouchons. Et vous êtes nombreux à vouloir quitter Saint-Denis pour rejoindre l'Ouest. Une solution, bien sûr, passée par cette RD 41. Reportage Thierry Chapuis. Saint-Denis, vendredi 15h, tout le monde est pressé de rentrer à la maison. Seulement avec une seule route, il faut s'armer de patience et cela à partir de la sortie du tunnel du boulevard Sud jusqu'au pont Vincennes. Dans les rampes, ça circule mieux, mais arrivé au village de la montagne, c'est de nouveau pare-choc contre pare-choc. Depuis un quart d'heure que ça bouchonne. Mais je sais pas. Ça va aller. Je sais pas, ça devrait aller, je pense. Oui. C'est la première fois que je prends là. Donc je ne sais pas comment ça va être. Ce matin, on a pris 1h30 pour la traversée de l'ouest jusqu'au nord. Bon, là, cet après-midi, je ne sais pas combien de temps, mais ça fait quoi, un petit quart d'heure qu'on commence déjà dans les embouteillages. Bon, j'espère que ça ira mieux devant. Les autres soirs, ça allait quand même. On mettait 1h15 pour rentrer à la possession. Là, je pense que c'est pas gagné. Aujourd'hui, il n'y a pas moins de monde le vendredi, hein, aujourd'hui? Bah non, que les autres soirs, non, là, il y a beaucoup plus de monde. Hein. D'habitude, ça circule quand même, c'est ralenti, mais ça circule. Vous l'avez déjà pris cette semaine, la route, là? Ah oui, toute la semaine, oui. Et alors? Eh bien, on est obligé de faire avec, qu'est-ce que vous voulez. C'est comme ça, c'est les éléments naturels, c'est la nature qui travaille et puis c'est comme ça. Toute la semaine, on a fait. Voilà, elle est tranquille. Bon, on a des monnaies roulées un peu n'importe comment, mais bon, voilà, quoi, faut faire. Hier, j'ai mis 1 heure, j'espère aujourd'hui pareil, mais bon, comme c'est parti, je pense pas. Marie, qui vend ses jolies bananes bio sur son bazar La Cour, est aux premières loges. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, parce que je pense que les gens ils doivent rentrer chez eux le week-end, comme il y avait des gens qui prenaient les hôtels sur Saint-Denis. Donc sûrement que là, ils doivent rentrer chez eux pour le week-end, quoi. Un week-end bien mérité après les heures passées et perdues en voiture. Et ce ne sera sans doute pas qu'à la montagne que l'on priera ce dimanche pour la réouverture de la route en corniche lundi. La route du littoral ce soir qui est toujours fermée. Les travaux se sont poursuivis. Aujourd'hui, les cordistes ont continué la pose de filets de sécurisation sur la falaise à l'endroit où est survenu l'éboulement de lundi. Et si le beau temps est de la partie, la fin de cette opération est prévue pour dimanche. Mais bien sûr, pour le moment, les embouteillages, c'est le lot quotidien de plusieurs automobilistes. Et encore ce soir, je vous propose donc de faire un point avec Yves Gruyé qui est en direct avec nous depuis le pont Vincennes. Yves, bonsoir. On le voit juste derrière vous, les automobilistes sont encore nombreux sur ce pont Vincennes à l'entrée de la route de la montagne. Oui, le week-end et les vacances se méritent. Hein, donc c'est le premier soir où on a encore autant de difficultés. Ce sont sans doute des automobilistes qui sont restés durant la semaine ici à dormir sur place et puis qui doivent rentrer quand même vers l'ouest. Et plutôt que de passer par la route des Plaines, eh bien, choisissent de passer par là. Donc il y a encore des bouchons, mais c'est le premier soir de la semaine. Alors, la route de la montagne, pour l'instant, l'axe qui se substitue à la route du littoral. Comment se présentent les travaux sur la route du littoral ?
Alors plutôt bien pour aujourd'hui. Donc le but pour les opérations qui vont se dérouler demain et dimanche, c'est d'installer l'ensemble des filets qui ont été détruits. On va retrouver dimanche soir l'ensemble de la zone sécurisée. Donc ça c'était le but donc à réaliser. Et demain matin, il y a également une autre purge qui est prévue. Donc cette fois-ci un peu plus loin, puisque la première avait déjà eu lieu donc dans la semaine. Donc la deuxième purge aura lieu au kilomètre 12-800, à 200 mètres quasiment de la sortie de la route du littoral, où quelques blocs étaient tombés. Donc une inspection a eu lieu. Ces travaux de purge auront lieu demain matin. C'est pour ça qu'il y aura un convoi de poids lourds en moins par rapport aux 5 qui se déroulaient hier et aujourd'hui. Donc il y aura 4 convois. Le premier à 7h, le suivant, ce sera à midi et pas d'autres convois donc dans la matinée. Par contre, on retrouve ceux de l'après-midi traditionnels. Et est-ce que cette route du littoral, exactement, elle va rouvrir lundi ? Alors, le but est de la réouverture lundi matin, c'est même une heure de bonne heure, donc ça serait avant l'heure de pointe, c'est ce que veulent absolument réaliser donc à la fois les entreprises et la DRR pour que les automobilistes puissent rouler de façon basculée, parce qu'il y a encore quelques jours de travaux pour sécuriser ensuite les voies côté montagne, nettoyer les voies côté montagne avant de rouler de nouveau sur 4 voies, mais là ce sont des voies côté mer que vous devrez pouvoir emprunter lundi matin. Je vous donne l'heure, ça devrait être aux alentours de 4h lundi matin, mais soyez quand même à l'écoute de Réunion Première, et donc il pourrait y avoir des évolutions durant le week-end. On croise les doigts, Yves. L'autre point, le Cap Laoussé, les travaux sont terminés ? Oui, travaux terminés de purge et d'inspection, mais le BRGM a souhaité quand même attendre par rapport justement à ces purges d'aujourd'hui, donc de voir quelle va être la réaction de la falaise durant la journée, et durant la nuit surtout, et donc une inspection sera réalisée terrestre demain matin entre 5h et 6h. La réouverture, si tout se passe bien, est normalement prévue à 6h demain matin pour pouvoir circuler de nouveau entre Saint-Gilles et Saint-Paul en passant par le littoral. Et des nouvelles de la route de Sillaos, Yves Gruyer ? Alors, les nouvelles de la route de Sillaos, des purges ont eu lieu encore toute la journée, ils n'avaient pas pu avoir lieu hier, et des blocs sont tombés au-dessus des cordistes qui étaient en train de travailler dans la journée. Voilà pourquoi la route de Sillaos reste fermée finalement toutes les nuits de ce week-end, de 20h à 6h. Ça sera fermé donc tout à l'heure à 20h, par mesure préventive, parce qu'on n'a pas réussi à déterminer d'où étaient partis ces blocs. Une inspection aura lieu encore lundi matin. Et dernier petit point, Yves, y a-t-il encore des radiers submergés ? Alors, il ne reste plus que le Wacky, puisque celui de Sainte-Suzanne et celui de la rivière des Remparts ont pu rouvrir en fin de matinée. Ça, c'était la bonne nouvelle. Le Wacky, il faudra encore patienter quelque peu. Merci beaucoup, Yves Gruyer, pour ce point sur la route tout à fait complet. Merci. Et justement, Yves Gruyer en parlait, les difficultés de circulation, ce n'est pas totalement terminé. Dans le sud, un point noir donc subsiste, c'est le radier du Wacky submergé. Donc rouler à Saint-Louis, cela devient plutôt compliqué. La preuve ce matin avec ce reportage de David Coinon et Laurent Josse. Le long serpent automobile s'étire à perte de vue dans les rues de la ville. Saint-Louis n'a jamais été un modèle de fluidité routière, mais là, c'est vraiment la galère. La rivière Saint-Louis. Et d'habitude, vous passez pas là ? Non, on passe carrément. Vu soit dans le fond de la rivière, mais là, ça passe pas. C'est vraiment, je sais pas, mais qu'il faudrait trouver une autre solution, quoi. Le Wacky est fermé, là. Ah bah oui, c'est ça, il fout la merde. Mais on ne peut rien faire, hein. De toute façon, on est obligé de subir, hein. Avec la fermeture du radier du Wacky, toute la circulation de la rivière Saint-Louis transite désormais par le centre-ville. Le matin à 7h, la ville n'est plus qu'un immense bouchon. Une demi-heure, ouais. Une demi-heure. Chaque fois, ouais, il faut se décaler d'une demi-heure par rapport à d'habitude. C'est vraiment compliqué. Habituellement, c'est plus à ce temps-ci. Avec les pluies de ces derniers jours, il n'y a pas qu'en surface que le trafic bouchonne. Dans les sous-sols aussi, le débit déborde. On a été venu hier, il y a été partiellement débouché. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va fouiller, on va réparer la canalisation, voir c'est quoi le problème. Et bon, on pense que dans la journée même ou dans la matinée, le travail sera fait. Du côté du Wacky, les services techniques sont venus ce matin inspecter les lieux, mais vous le voyez, la décrue n'est pas encore suffisante. Ils n'ont pas pu débuter les travaux. Il y aura encore au moins 2 à 3 jours de galère pour les automobilistes saint-louisiens. À Saint-Paul, les restaurateurs doivent faire avec l'interdiction de baignade et des activités nautiques. Autant dire qu'ils font grise mine. Après une forte baisse de fréquentation en janvier due au mauvais temps, à la veille des vacances scolaires, les propriétaires de Rondavel s'inquiètent. À l'Ermitage, Jean-Marc Seguin.
Baignade interdite, les restaurants de plage prennent l'eau. Ajouté au menu du vent, de la houle, la période pourtant faste d'habitude de vacances scolaires commence mal. Compliqué et dramatique on va dire, parce que vous voyez par vous-même, il n'y a pas un chat sur la plage. On espère d'évoluer depuis bientôt 3 ans. Heureusement qu'on a le dimanche soir qui est notre soirée phare, avec des concerts, qu'on arrive à avoir du bon monde et on arrive à travailler un peu ce soir-là. Mais avec les jours de la semaine, c'est vraiment catastrophique. Même sentiment dans cet autre rond d'Avel de l'Ermitage qui n'a pas fonctionné non plus à régime normal depuis le mois de décembre, à cause aussi des fortes pluies. En ce moment on attend, et avec l'interdiction de baignade et des activités nautiques, tout ça c'est pas trop top pour les vacances, pour que les gens y viennent à la plage. Du coup depuis mi-décembre, la pluie on va dire 2 à 3 fois par semaine, donc du coup déjà les vacances de décembre et de janvier ça n'a pas été trop top. Et du coup en attendant que le temps s'améliore, on verra qu'est-ce que ça donne quoi. Les restaurateurs n'ont pas encore calculé le montant des pertes, mais cette baisse de fréquentation a déjà eu un impact sur le personnel non salarié. Que ça marche ou non, il faut s'acquitter du loyer mensuel qui avoisine les 4 000 €. Et si vous souhaitez vous rendre à la plage demain uniquement pour bronzer, pensez à faire du covoiturage, une pratique encouragée par la commune de La Possession notamment. Voyez ce reportage de Thierry Chapuis. À La Possession, les camions attendent leur tour dans leur interminable file. Les automobilistes n'ont d'autre choix que la route de la montagne. Un motif de plus pour promouvoir le covoiturage. Dans cette optique, la commune veut proposer des places spécifiques pour stationner les véhicules. La Possession est la ville de l'Ouest la plus impactée dès lors que la route est fermée, la route du littoral est fermée. Et là, nous sommes sur le lieu du parking du gymnase de Moulin-Joly, par exemple. Donc vous pouvez voir où il y a à peu près 120 places de disponibles. L'objectif, c'est de faire que les possessionnés puissent évoluer dans leur comportement. Avec le plateau festival et le marché forain, près de 300 places sont disponibles. La police municipale y fera des rondes. La mesure doit éviter aux véhicules des covoiturés d'encombrer les parkings destinés aux services, comme ceux des centres commerciaux ou celui de la mairie. Les usagers, en tout cas ceux qui souhaitent pratiquer le covoiturage, pourront s'en rendre compte avec des panneaux de ce genre, donc zones de rencontre, covoiturage. Donc ces panneaux seront mis en place dans les prochains jours. Et c'est bien sûr en partageant le véhicule de son collègue du TCO que l'adjointe au maire se rendra à sa réunion à la Plaine des Cafres. Chaque année, 200 000 jeunes sont formés par des entreprises artisanales. Aujourd'hui débute dans tout le pays la semaine de l'artisanat. L'occasion pour nous de donner un coup de projecteur sur un couple d'artisans récompensés au dernier salon de l'agriculture. Marie et Charles fabriquent des confitures tout en mettant en avant les produits longtemps. Reportage dans leur atelier à Sainte-Suzanne, Jean-Régis Ramsamy, Alexandra Pêche. Avec ses racines, Marie et Charles espèrent avoir trouvé le bon filon. Il fallait y penser. Ils transforment ces produits longtemps. La crème de patate douce rappelle le goût de la crème de marron. Cette création sucrée est déjà en vente dans les épiceries fines. La patate douce, ça faisait un moment que je voulais la travailler. Et le fait d'avoir rencontré Charles, ça a permis de faire un crème de patate douce. Il paraît que vous ne dites pas tout. Ah non, si on dit tout, il n'y a plus de mystère. Cette petite expérience de valorisation de patates a donné d'autres idées à Charles. Le fait d'avoir une production, d'ailleurs, ça permet à cet agriculteur de produire plus et d'élargir le marché, même après aux concurrents de faire d'autres produits, des produits dérivés. Les gens s'attendaient à des prix exorbitants. Non, nous on a appliqué des prix raisonnables, un super rapport qualité-prix avec des produits de super qualité et les gens sont satisfaits. En réalité, Marie et Charles n'en sont pas à leur coup d'essai. Il y a une quinzaine de jours, ils quittaient Paris avec une médaille de bronze en poche. C'est la confiture mangue miel qui a convaincu le jury. Cette confiture possède une douce origine. Confiture mangue miel, on a fait un dimanche matin en ayant une idée en tête. On a essayé d'associer mangue et miel. Et essayer de garder le côté croquant de la mangue José, qui pour nous est la meilleure au monde. Et avec un miel médaillé il y a quelques années, on a réussi à décrocher la médaille de bronze. Donc là, c'est la finition du crème de patate douce. Marie et Charles se sont lancés dans cette aventure en 2012. Il y a eu des moments amers, mais Charles connaissait le monde agricole et Marie le secteur de la pâtisserie.
le challenge des créateurs et ensuite le salon de l'agriculture, le couple enchaîne les rendez-vous. Marie et Charles ont un principe, fabriquer des produits de qualité pas à pas de manière artisanale. Et on continue à vous mettre l'eau à la bouche quand Internet s'invite dans nos cuisines. En effet, combien sommes-nous à consulter des recettes sur la toile? Tapez cuisine réunionnaise sur un moteur de recherche et vous verrez apparaître 91 000 références. Certains sites sont donc alimentés par des blogueurs locaux, des passionnés de cuisine, amateurs ou professionnels. Vous voyez ce dossier signé Marie-Ange Frassati. Je vais préparer un rougail saucisse, recette traditionnelle de la Réunion. Je pense que c'est la première à laquelle on pense quand on pense Réunion. Nicolas est informaticien dans l'aviation civile. Il a une passion, la cuisine. Il prend des photos de ses petits plats et les partage sur Internet. Sa page Facebook s'appelle Kwaiman Zordi. Créée il y a 3 ans, elle comptabilise 77 000 amis. Et même si Nicolas publie de moins en moins souvent, ses recettes continuent de faire des adeptes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai publié une recette par jour pendant 1 an, entre les gâteaux créoles, les petits bonus, les ponches, etc. Piment la pâte, mais globalement on a à peu près 450 recettes. Au-delà de publier les recettes, parce que bon, la cuisine c'est quelque chose qui intéresse, on le voit dans toutes les émissions télé, c'est qu'il y avait une interactivité avec les followers, enfin les fans comme ils disent sur Facebook. Les gens posent des questions, les gens réagissent et en fait je prenais le temps de répondre à chacun des commentaires. En Russie, en Ukraine, en Asie, partout dans le monde en fait il y a des fans de la page. Et c'est essentiellement des remerciements des métropolitains qui effectivement me remercient de les rapprocher de la Réunion et de leur rappeler et de leur montrer comment est-ce qu'on réalise les plats créoles, quoi. Nicolas fait la cuisine quotidiennement pour sa petite famille. Son épouse ne s'en plaint pas. De toute façon, elle renonce au fourneau quand le chef est là, car il est trop tatillon. Quand je fais la cuisine, effectivement, il y a toujours des « c'est bon, mais » et il y a toujours des petites annotations, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, quoi. Voilà. De cette passion qu'il a héritée de sa mère, Nicolas ne touche aucun argent, ni de ses activités sur Internet. Il a bien été sollicité pour faire des buffets de mariage ou vendre des ustensiles de cuisine, mais il a toujours refusé parce que ce n'est pas son métier. C'est bon ? En revanche, il est une blogueuse pour qui la cuisine est réellement un métier. Nous voici dans un magasin de surgelés qui veut fidéliser sa clientèle. L'animatrice de cet atelier cuisine tient un blog, Kalou & Cook. Si vous versez d'un seul coup le liquide chaud sur les œufs, ça va cuire les œufs tout de suite. Donc on verse petit à petit et en fouettant vigoureusement. Je vais voir faire. Avec 11 000 fans et 6 000 visiteurs par mois, Nati publie environ 3 recettes par semaine sur son blog. Et même un peu plus en période de fête où les traditions culinaires comme la Pâque et le Nouvel An chinois le réclament. Les participants de ces ateliers, eux, ont tous une bonne raison d'être là. Comme je suis totalement incompétent en matière de cuisine, je me suis dit que c'est une occasion d'essayer d'apprendre quelque chose. C'est le plaisir de cuisiner, de réussir sur tous mes plats et que les autres adorent. On sort un peu de nos habitudes culinaires, comme on dit. Et comme je suis tout le temps sur Internet pour trouver des recettes, bon, c'est une autre façon de cuisiner. Et dans cet atelier, l'ambiance est joyeuse. Les participants semblent venir y prendre bien plus que des notions culinaires. La cuisine permet de rassembler les gens. C'est une valeur refuge qui est rassurante, qui se veut conviviale. On a tendance justement à déliter le lien social, le lien familial. Et la cuisine, à travers le repas partagé, permet de retrouver cette valeur. Dans des sociétés où on est souvent malmené sur la confiance en soi, sur le regard de l'autre, sur la pression au travail ou justement sur l'absence de travail, on a du mal à s'aimer soi-même ou à se valoriser. Et finalement, la cuisine est une manière de retrouver de la bienveillance dans le regard des autres. Voilà, quand on a réussi un plat et que tout le monde s'en régale, c'est réconfortant pour soi et on se sent revalorisé et ragaillardi.
À l'heure des liens virtuels et connectés, dans le bol renversé de la réalité, la cuisine est un pont relationnel, un mets concret, un peu comme le liant d'une bonne sauce. Restez avec nous sur Réunion Première avec à suivre l'actualité dans le monde. Un long retour des rescapés du crash en Argentine vers la France. Le juge fédéral a accéléré leur audition et sur place, un premier hommage a été rendu aux 10 victimes du crash à Villa Unión. À la découverte d'une filière de recyclage qui a de l'avenir, celle des matériaux électriques. Objectif, récupérer les matières premières pour qu'elles ne finissent pas dans une décharge à l'autre bout du monde. Du basketball, les demi-finales du championnat de la Réunion débutent ce soir par un derby sudiste entre le Tampon et Saint-Pierre. Dans quel état d'esprit sont les équipes? On voit ça à la fin de cette édition. Après le choc qu'ils ont vécu, ils souhaitaient rentrer chez eux. Les 4 sportifs et l'équipe de production qui participaient au tournage de l'émission Dropped sont en route vers la France. Un long trajet en bus. Ils prendront donc l'avion ce soir après ce trajet en bus pour Paris. Le juge argentin a compris l'urgence de la situation. Claude Sampère. Ils sont partis tous ensemble. À bord de ces 2 minibus escortés par la gendarmerie, les sportifs français et les membres de l'équipe de production qui ne se trouvaient pas dans les 2 hélicoptères accidentés. Ils partent direction Buenos Aires à 1500 km, d'où ils prendront un avion pour Paris. Tous ont été entendus dans leur hôtel par le juge fédéral. J'ai pris en compte l'état dans lequel se trouvent les témoins, affectés par la situation qu'ils traversent. Ils sont très émus, ils souffrent beaucoup et ils sont en pleine détresse. Donc j'ai fait tous ces interrogatoires avec la présence à leur côté de psychologues. Sur place, le consul de France les a aidés en permanence depuis l'accident. Naturellement, durant tout notre séjour ici, nous avons senti la douleur qui les habitait, mais nous avons senti aussi un sentiment de soulagement, de pouvoir partir ensemble et de ne pas avoir à vivre une séparation. Leur départ avait été préparé toute la journée, mais il fallait absolument que le juge termine toutes ses auditions pour qu'ils soient autorisés à partir. Jusqu'au bout, ils sont restés ensemble. On voit ici Philippe Candeloro parler avec des membres de l'équipe de tournage. Tous sont restés solidaires. Ils arriveront demain matin à Roissy. L'enquête sur place va se poursuivre. Les enquêteurs ont annoncé qu'ils rendraient public un premier rapport dans plusieurs semaines. L'enquête est loin d'être terminée. La priorité est l'identification des victimes. 5 experts français ont été envoyés sur place. En Argentine, où un hommage à 10 victimes a été rendu à Villa Unión. Tous les habitants du village ont participé à une grande marche. Le maire a annoncé qu'un monument serait érigé à l'endroit du crash. Image commentée par Hugo Clément. Presque tout le village est là. Bougies ou drapeau français à la main. Le regard perdu. Les habitants de Villa Castelli rendent hommage aux victimes du crash. Les autorités locales s'étaient battues pour accueillir l'émission. Aujourd'hui, tout le monde est dévasté, comme le maire du village ici en blanc, inconsolable. Pardon. Pardon à la France. Pardon aux familles qui ont perdu des êtres chers ici sur notre sol. En guise de mémorial, ce drapeau, mélange des couleurs françaises et argentines. Inscrit en noir, la date de l'accident. Puis un cortège se forme, en silence. Ça me fait mal. Très mal. Je pense à leurs parents, à leurs familles, aux épouses, aux neveux. C'est une douleur aussi grande que si j'avais perdu ma propre fille. C'est une nouvelle très triste. Nous sommes tous émus par ces gens qui sont venus de si loin pour découvrir cette région et qui ont perdu la vie. Hommage aux victimes françaises, mais aussi aux 2 pilotes argentins qui connaissaient très bien cette région montagneuse. Week-end à haut risque pour les services d'urgence. Ils pourraient être submergés. Un mouvement de grève des médecins libéraux a débuté ce matin. Le conflit devrait s'amplifier durant tout le week-end. Une grande manifestation est prévue dimanche. Anne Le Hénaf.
Après l'affluence due à l'épidémie de grippe, les urgences de Ploërmel, en Bretagne, comme partout en France, vont devoir faire face à la grève. Ce matin, ils se préparaient à la surchauffe annoncée pour ce week-end. En cas d'affluence vraiment très exceptionnelle, on est en mesure de monter en puissance au niveau des moyens, de mettre en place une cellule de crise. L'hôpital redoute l'arrivée des patients confrontés à la fermeture des cabinets de ville. Les médecins libéraux ont commencé ce matin une grève qui va s'amplifier tout au long du week-end. Aujourd'hui, ce sont les gens qui travaillent dans les cliniques, les chirurgiens, les anesthésistes, les obstétriciens. Ce soir, ce sont tous les médecins généralistes de France qui font la garde, qui fermeront leur cabinet et qui ensuite n'iront pas prendre leur garde. Et demain, ce sont toutes les professions de santé qui sont appelées à fermer leur cabinet. Et à partir de samedi midi, il n'y a plus aucun soin libéral en France et tout sera tourné vers l'hôpital. Face à la fermeté de Marisol Touraine et la généralisation du tiers payant, tous les personnels de santé, généralistes, chirurgiens, infirmiers, kinésithérapeutes ou encore dentistes, organisent un week-end santé morte. La journée du dimanche va être une journée historique. Tous les médecins, toutes générations confondues, les étudiants en médecine, les internes, tous les syndicats de médecins seniors défilent ensemble. Les organisateurs annoncent une mobilisation sans précédent. Jusqu'à 40 000 personnes dans les rues de Paris dimanche, l'un des plus gros cortèges médicaux depuis 20 ans. Un mot de politique à une semaine des départementales. Manuel Valls, en déplacement à Land en l'Aisne, annonce des mesures en faveur des zones rurales, comme par exemple tripler les maisons de services publics ou encore lutter contre les déserts médicaux. Ce n'est pas un hasard, puisque dans ces régions, le vote Front National est souvent en forte progression. Four, micro-ondes, ordinateur, frigo ou encore téléphone portable. La société de consommation nous a habitués à jeter ces appareils dont la durée de vie est de moins en moins longue. Ce n'est pas forcément une solution. Une nouvelle filière de recyclage s'organise. Elle permet de récupérer les matières premières. Explication avec Françoise Vallée. Ils sont bien visibles à l'entrée du magasin. À côté des bacs pour les piles et les ampoules usagées se trouvent désormais ceux des déchets électriques et électroniques. Vous triez, monsieur, souvent, comme ça? Ah oui. Qu'est-ce qui vous motive à rapporter? Parce qu'on doit le faire, chacun doit le faire, donc je trouve que c'est normal. Si j'achète une nouvelle machine à laver et qu'il peut prendre mon ancienne machine à laver, je donne mon ancienne machine à laver. Pour sauver la planète un peu, faire attention à ce qu'on jette dans la nature. Depuis 2006, ce supermarché, comme tous les autres, est obligé de tout reprendre. Chaîne IFI, percolateur, sèche-cheveux, fer à repasser. D'avoir mis en place ces bornes en libre service a vraiment amélioré l'apport de petits appareils électriques et électroniques. Auparavant, on avait du mal en fait à avoir nos clients qui rapportent ce type de produit. Un appareil sur 3 est collecté. C'est peu, mais ceux-là au moins seront recyclés. Ici se déverse notre quotidien. Une montagne d'appareils cassés, usagés ou tout simplement démodés. Ils seront transférés vers cette énorme machine. Une fois broyé, chaque composant est automatiquement trié. D'un côté, les batteries, les piles, de l'autre, ce que l'usine va valoriser. Nous obtenons donc des composants dangereux que nous éliminons, que nous allons pouvoir orienter vers un site spécialisé de traitement. Et puis nous obtenons des fractions plastiques, des fractions d'acier, de cuivre. Il y a aussi de l'or, de l'argent. Nos ordinateurs, nos portables, nos télévisions sont truffés de métaux rares qui se revendent à très bon prix sur le marché. Près de 90% des matières sont récupérables. C'est un joint tout bête alors qu'en fait c'est vraiment une âme en cuivre pleine. Dans une tonne de minerai qui est extrait des mines, il y a 5 grammes d'or. Dans les cartes électroniques que vous avez vues ici, il y a entre 150 et 200 grammes d'or. Donc vous voyez tout l'intérêt. C'est moins cher pour les industriels d'utiliser de la matière recyclée. Et puis c'est surtout que ça économise les ressources. On n'est pas obligé d'aller exploiter à l'autre bout du monde d'autres ressources. 250 personnes travaillent sur ce site. La filière est récente et prometteuse. D'ici à 5 ans, les professionnels s'attendent à 20% de déchets électriques et électroniques en plus. Le sport et cette question, qui participera à la finale du championnat régional de basketball? Les demi-finales débutent ce soir par le derby entre frères ennemis du Sud, Tampon face à Saint-Pierre. L'autre rencontre opposera Saint-Paul au BCD. Chaque match sera un défi physique. Johnny Lérivain. Tous
champion de France et ex-international qu'il fut, Jimmy Vérove semble avoir un peu de mal à s'adapter au basket amateur réunionnais, ou plutôt au jeu saint-pierrois. Ainsi, la semaine dernière à Belle-Pierre, le grand Vérove s'est fait bouger et il n'a pas aimé, estimant la manière saint-pierroise trop agressive. Moi, je viens juste d'arriver, je sais pas jouer au basket comme ça, donc j'essaye, moi, en tant qu'entraîneur, d'apprendre à jouer au basket propre. Je ne sais pas faire comme ça, et ça me fait chier parce que le basket, c'est un sport magnifique, mais ça se joue pas comme ça. Voilà, je suis désolé, je suis pas une pleureuse, j'ai jamais pleuré dans ma vie, je pense en avoir vécu d'autres. Mais là, sincèrement, c'est un autre basket, ça n'a rien à voir, c'est un peu du hand, c'est un peu du, je ne sais pas, mais c'est pas forcément du basket. Maintenant, il va falloir très très vite s'endurcir et devenir comme eux, quitte à finir le match à 2. Moi, le basket, je le connais propre, je ne le connais pas comme ça, tirer, mettre, pousser, je sais pas faire. Donc voilà, il va falloir apprendre très très vite, les finales arrivent. Et puis de toute façon, le tampon Saint-Paul ou Saint-Pierre, c'est le même niveau. Vérove critique, écœuré par des champions saint-pierrois que rien ne semble pouvoir dévier de leur titre. Les Saint-Pierrois persuadés que le match de ce soir contre la Tamponnaise sera complètement différent de celui gagné contre le BCD. Bon pour le moral, là on n'a rien gagné, il reste la demi-finale, on va se concentrer sur la demi-finale. C'est une grosse équipe en face, on sait que ça va être dur pour gagner le titre cette année. Et maintenant, rien n'est fait, il faudra batailler jusqu'à la fin pour être en finale. Et la première grosse bataille des Saint-Pierrois se joue ce soir contre les frères ennemis du tampon. L'autre demi, Saint-Paul-BCD, est décalée à mercredi. Ce soir au tampon, c'est à 20h30 la première demi-finale du championnat masculin tampon. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous aurez du soleil pour votre week-end? Réponse dans un instant avec la météo de Yael Trulès. À suivre votre série Castle. Très bonne soirée. Prenez soin de vous. 12h30. L'information continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet réunionpremière.fr.